Donc cet essai oral intitulé Les plaies d'Égypte. J'avais envie de parler, j'avais trouvé comme titre les énigmes, je pense, l'énigme égyptienne. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai avancé donc sur les plaies, un peu un sujet pour attraper des gens qui pourraient s'intéresser à cette histoire de l'Égypte, mais tout ce qui est égyptien, comme on sait qu'en France, l'égyptologie, etc., ça attire pas mal. Donc je me suis dit, en rapport avec le succès, tout relatif, mais le succès tout de même de mon intervention orale sur l'Arabie Saoudite, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut peut-être attirer. Donc c'est un attrape-nigo quelque part ce titre, mais en fait, pas tant que ça, parce que je parlais de l'Égypte, les plaies d'Égypte, non pas les 12 plaies d'Égypte, mais les plaies contemporaines. On suppose que ce pays est quelque part en difficulté assez conséquente, en grande difficulté. Il est, pourquoi pas, il est normal de porter attention sur ce qui se passe, attention, sur ce qui se passe dans ce pays, sur ces problèmes structuraux, parce que c'est un pays qui a des problèmes qui demandent des traitements sur le moyen et le long terme, aussi le court terme, mais un pays qui fait face à des défis, quelque part, comme ça a été dit ailleurs, comme j'ai lu ailleurs, vitaux. Il est un pays qui est menacé dans sa vie, dans son existence même, si on prend en compte ce qui se produit actuellement. Donc j'avais envie de parler d'un problème de l'eau en Égypte. Et donc ce qui se passe en Égypte par rapport à ce barrage de la Renaissance qui commence, qui a déjà, qui est en bonne voie en Éthiopie, ce barrage, et donc qui a pu être mené à terme, j'allais dire. Et je tiens à souligner à ce niveau que Israël, je pense, a participé. Israël aussi a participé à la naissance de l'État sud-soudanais. Donc, comme c'est un rapport avec l'Égypte, je vais en parler. Et donc, je voudrais, avant de l'oublier, apporter un élément. Évidemment, la validité, il faut vérifier, mais il y a eu, quelque part, à un moment donné, un plan israélien de destruction du barrage d'Assouan. Et quelque part, si on analyse un peu, si on regarde un peu, on voit l'importance de cet ouvrage, et que Israël ait songé à un moment donné à le détruire. C'est quelque part l'Égypte, dans son relation, dans dans son pacte, la paix qu'elle a signée avec Israël, et quelque part il reste des divergences, en tout cas, plus que divergences, il reste que Israël suit une politique qui n'est pas, qui ne sera pas, peut-être dans le long terme, bénéfique à l'Égypte. Qu'est-ce que veut gagner l'État hébreu à travers des interventions qui sont contraires aux intérêts vitaux de l'Égypte? L'Égypte n'est pas un allié d'Israël, mais ce n'est pas un pays ennemi. Il y a des relations diplomatiques, il y a peut-être plus que des relations diplomatiques, mais fondamentalement, il n'y a pas de coopération. Il devrait y avoir une coopération, il devrait y avoir quelque part une sorte de convergence. Quel est l'intérêt d'Israël d'avoir un pays qui s'appelle, apporter son soutien à l'instant d'un pays qui s'appelle le Sud-Soudan? Israël n'est pas une puissance africaine, l'Égypte l'est par contre. Si quelque part, et d'ailleurs il faut souligner que l'Égypte a reconnu très rapidement l'État sud-soudanais. C'est consternant, quelque part. Peut-être ça peut se comprendre au niveau de la relation que l'Égypte a avec le Soudan lui-même, avec le Soudan du Nord, puisque maintenant c'est deux entités, un pays qui a été divisé. Et donc quelque part, il y a
ou cette dispute territoriale autour du triangle de Halabja, si je me rappelle bien, donc peut-être oublier le nom exact, mais en tout cas, il y a des problèmes de revendication territoriale. Et puis, il y a cette histoire de la suprématie égyptienne sur le Soudan. Évidemment, ça ne peut être que le Soudan du Nord. Et donc, et quelque part, avec Nasser et avec l'éviction de Neguib, qui lui avait la possibilité de rallier le Soudan à l'Égypte. Donc, fondamentalement, le Soudan, l'Égypte, le Soudan du Nord, le Soudan du Sud et l'Égypte, Israël, chacun suit une politique. Évidemment, l'Éthiopie aussi suit une politique qui n'est pas, chacun a entrepris, de privilégier ses intérêts au détriment d'une approche convergente, collaborative, pour essayer de régler le problème de tout le monde. La problématique de l'eau touche tout le monde. Je ne sais pas ce qui se passe en Éthiopie. Il y a des plans de développement qui demandent peut-être un apport en électricité important. Il y a peut-être des plans de développement agricole. Donc, ça peut peut-être nécessiter la construction de barrages. Les barrages, c'est le retenue d'eau et c'est l'apport en électricité. Mais peut-être, cela devait être fait en collaboration avec le pays qui a le plus besoin de l'eau du Nil. Le Soudan a besoin de l'eau, l'Éthiopie aussi, mais l'Égypte en a le plus besoin. D'ailleurs, la part qui lui était réservée est une part qui était importante, qui était conséquente, qui était peut-être majoritaire, mais n'empêche, elle peut paraître majoritaire, il fallait peut-être la négocier. Mais la négocier dans quel sens? Négocier la part réservée en disant qu'il faut la réduire. Ce n'est pas possible de la réduire. Parce que les besoins d'Égypte en eau sont évidemment en augmentation. La population, etc. Ce n'est pas possible de réduire la part. Il fallait une approche différente. Pourquoi l'Égypte, avec le pouvoir actuel, pourquoi l'Égypte d'avant ce pouvoir-ci, pourquoi n'a-t-elle pas défendu? Pourquoi cette histoire-là n'est pas la préoccupation stratégique, la première préoccupation de l'Égypte? Pourquoi l'Égypte cherche à intervenir militairement? Pourquoi l'Égypte intervient sur des scènes qui ne sont pas, sur des terrains qui ne sont pas prioritaires, vitaux pour elle? L'Égypte doit se concentrer sur la problématique de l'eau. Il y a longtemps, j'avais appris que l'eau que buvaient les Égyptiens était de mauvaise qualité et que quelque part, la culture du coton implique une utilisation assez conséquente d'insecticides et peut-être de pesticides et tout ce qu'on veut, et que quelque part ça participe à la pollution de l'eau, donc il y a une pénurie de l'eau, l'eau est de mauvaise qualité, etc., etc. Donc parmi les plaies d'Égypte, c'est cette histoire de l'eau. Évidemment, on ne va pas revenir sur les classiques historiques de ces paroles. La question, c'est la question actuelle. Cette histoire, pourquoi l'Égypte est quelque part, l'avenir de l'Égypte est compromis, parce qu'il y a des problèmes que peut-être on ne connaît nulle part ailleurs. La disproportion ou le caractère tentaculaire des villes, de certaines villes. Il est évident que dans ces villes-là, les problématiques de logement, les problématiques de toutes sortes, emploi, logement, soins, services publics, cela doit se poser de façon complètement incompréhensible pour les gens qui ne vivent pas en Égypte. Il y a ce problème de l'existence, quelque part, de ce secteur économique, d'abord économique, secteur militaire, l'armée qui intervient dans le domaine de la production, ce qui est un domaine de l'économie, ce qui est quelque part incompréhensible, inacceptable. L'armée n'a pas la vocation à gérer des secteurs de l'économie.
Donc il y a obligatoirement un certain nombre, peut-être, qu'il y a peut-être, donc par rapport à ce qui est des marchés, parce qu'il y a les capacités de concurrence, parce qu'il y a la compétitivité, pour ce qui est des règles du marché, il est possible que l'armée soit favorisée au détriment d'autres sociétés, d'autres acteurs de l'économie, et que quelque part, elle a droit à une certaine position, à un certain traitement de faveur, et que quelque part cela lui assure la maîtrise d'un certain nombre de productions et de secteurs, parce qu'elle a la force de son côté. Elle a aussi une certaine légitimité historique, mais parce qu'elle a participé à la fondation du pouvoir en place actuellement. Et donc, si on imagine, imaginons que par exemple l'armée utilise un certain nombre, je ne sais pas comment ça se passe, parce que peut-être l'armée ne paye pas ses salariés, peut-être ce sont des engagés, des gens qui font leur service, qui travaillent, peut-être que ce sont des employés à temps complet et qui ne sont pas des circonscrits, et quelque part il y a, si je ne me trompe pas sur le terme, et donc quelque part il y a une main-d'œuvre pléthorique. Il y a obligatoirement, puisque l'automatisation, puisque la concurrence oblige à réduire les coûts, comme on va faire l'Égypte dans les années à venir. Il y a certainement des secteurs économiques qui sont, parlons de l'armée, qui sont maintenus en vie parce que c'est l'armée, parce qu'il y a, parce qu'il y a détournement des règles de la concurrence loyale et la concurrence à égalité, il y a peut-être une certaine dysfonctionnement qui profite à l'armée. Et quelque part, si je peux me concentrer un peu, donc finalement, l'armée, on suppose que l'armée va garder ses employés, va garder ses usines, va garder sa part de participation à l'économie. Après, on va supposer qu'il y a obligatoirement, peut-être des situations qui obligent à moderniser les entreprises. Et que par de là même, on va licencier un certain nombre de gens parce que l'automatisation, parce que la bonne gestion va obliger. On suppose que l'Égypte, qui produit je ne sais pas combien de millions de personnes en capacité de travailler par an, quel est ce pays qui peut répondre à une telle demande, à une telle offre? Et ça produit obligatoirement un certain nombre de gens surnuméraires au niveau des universités, des instituts de formation et toutes sortes. Il y a obligatoirement, et là encore c'est une plaie, encore c'est un défaut quelque part dans la constitution de ce pays, dans sa structure, et quelque part il y a peut-être trop d'habitants, il y a peut-être des habitants trop par rapport aux opportunités. Il est certain que l'exportation de ce problème, ça veut dire la réduction de ce problème par l'exportation de la main-d'œuvre à les pays demandeurs, tels que les pays du Golfe, mais avec les difficultés économiques et avec qui tendent à réduire la part d'ouvriers étrangers présents dans ces pays du Golfe. Par ces politiques-là, obligatoirement, il va y avoir beaucoup moins de possibilités. Si ce n'est qu'il y aurait même des expulsions, des retours forcés de certains travailleurs, forcés.
Parce que peut-être ces économies-là vont être moins demandeuses en main-d'œuvre et que les choix qu'ils vont faire vont être peut-être pour l'Arabie Saoudite de plus employer un peu plus ses propres citoyens plutôt que de confier un certain nombre de tâches à des étrangers. Et donc quelque part la part de ces travailleurs, que la contribution soit en devise, soit en termes de résolution des problèmes de l'employabilité des travailleurs, et quelque part va être réduite. Obligatoirement, il faudra prendre en compte la transformation de cette donnée-là. Donc, il y a obligatoirement ce qui se passe en Égypte actuellement, donc par rapport à l'économie et par rapport aux devises. Je parle des devises parce qu'il y a une rarification de la devise. Et donc, il y a un problème extraordinairement grave avec la dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour l'importation, ne serait-ce que certains produits de première nécessité, par l'importation, cet échange avec cette nécessaire, ce nécessaire échange avec l'extérieur implique qu'on ait des devises. Et la devise ce déficit en devise a été comblé par des aides des pays du Golfe, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Il y avait une aide conséquente. Cette aide va obligatoirement fluctuer, soit en raison des problèmes économiques de ces pays-là, les pays précédemment cités, soit parce que ces pays-là ne trouvent plus d'intérêt à alimenter l'économie de l'Égypte parce que l'Égypte a une politique qui ne correspond pas à ce qu'attendent ces pays-là. La politique extérieure suivie par l'Égypte et quelque peu laisse, en tout cas l'Arabie Saoudite, la laisse perplexe. Elle attend, en échange de son aide économique, de ses interventions sur le marché de devises, etc., sur l'appui qu'elle apporte à la Banque centrale, elle attend plutôt un retour, une forme d'aide militaire, pourquoi pas, dans les interventions que prévoit l'Arabie Saoudite, qu'elle a déjà en cours, soit au Yémen, soit des interventions qu'elle attend qu'elle attend de faire en Syrie, soit peut-être des positions fortes avec un engagement beaucoup plus conséquent pour ce qui est dans sa confrontation avec l'Iran. On voit que l'Égypte soit se tient en retrait, soit essaie de tenir un discours de neutralité, ou un discours dans lequel elle essaie d'aménager les deux parties, ce qui est quelque part incompréhensible, inacceptable pour des pays qui ont apporté, vraiment, qui ont donné, à un moment donné, accordé un soutien vital, un soutien de grande ampleur à l'Égypte. Et donc, nous avons ce rapport incompréhensible avec les pays, j'allais dire, donateurs, et nous avons ce problème de ce qui est de l'augmentation de la population. Peut-être que cette augmentation s'est ralentie ou va se ralentir, mais en tout cas, pour ce qui est d'arriver à un niveau d'augmentation qui soit acceptable, qui soit gérable, c'est en fait la question qui se pose: quelle est la personne, quel est le pouvoir, le régime, la classe qui est capable de gérer un pays tel que l'Égypte. Nous parlons, par exemple, l'Égypte n'est pas concernée directement pour ce qui est du déficit des précipitations, déficit constaté dans les pays d'Afrique du Nord et ailleurs aussi. Et donc, quelque part, si elle puise la plupart de ses besoins en eau au niveau du Nil, donc peut-être qu'il peut y avoir aussi un déficit au niveau de l'amont, et que peut-être le Nil aussi, en dehors du fait qu'il y a obligatoirement l'impact des barrages de retenue, et donc quelque part obligatoirement
ça m'amène à penser, à demander la question autour de la proportion qu'ont ces barrages. Et évidemment, il y a barrages et barrages. Il y a des barrages qui sont tels qu'on ne comprend pas. Il y a des barrages d'une telle puissance, il y a peut-être un pays qui s'appelle donc l'Éthiopie, qui a peut-être besoin d'avoir un développement maîtrisé et qui n'a pas besoin d'avoir, de produire des quantités d'électricité ou d'avoir. Il faut aussi dire que ça sert à quoi de faire de l'Éthiopie un nouveau pays, comment dire, qui produit à bas coût et une sorte de Chine alternative, une base arrière de la Chine pour produire des choses à bas coût ou base arrière pour la Turquie ou autre, et que quelque part cela suppose, parce qu'il y a des demandes, qu'on va construire des ouvrages qui vont obligatoirement être en surcapacité. Il y a peut-être quelque part, il faudrait aussi prendre en compte quel type de développement on peut avoir. Peut-être que certaines personnes sont d'accord pour ce qui est d'électrifier les campagnes, le modèle aussi. C'est là en cela que ça aurait dû avoir. Il aurait dû avoir un travail collaboratif. Je tiens à relever un fait, c'est les liens qu'avait l'Égypte. Donc il y a les liens qu'avait l'Égypte avec le Soudan et que les liens qu'avait l'Égypte avec l'Éthiopie. Par l'intermédiaire de l'église copte, à ce que je sache, l'église copte était supervisée, ou comment dire, obéissait, ou elle était le pape égyptien, ou je ne sais plus comment on l'appelle. En tout cas, l'autorité supérieure était l'autorité qui intervenait auprès de l'église copte. C'était l'église copte égyptienne, avait sous sa coupe, avait donc été là l'autorité mère, l'autorité référente. Et donc finalement, peut-être qu'il y a une coupure, qu'il y a une rupture, qu'il y a un divorce entre les deux. En tout cas, il y a déjà un lien qui peut servir à faciliter la prise de contact. Et pourquoi pas l'Égypte, avec ses capacités humaines, elle produit un certain nombre d'ingénieurs, et donc je ne sais pas s'ils sont réellement compétents dans les domaines de leur formation, mais en tout cas, on suppose qu'ils ont une certaine compétence et que ces ingénieurs auraient pu très bien travailler en Éthiopie sur un certain nombre de secteurs économiques et en manière à aider, à une sorte d'échange, à aider l'Éthiopie à avancer sur une voie. Il y a obligatoirement besoin d'améliorer la condition des petits paysans, d'améliorer la rentabilité des terres, d'améliorer toutes sortes de secteurs économiques, mais en choisissant la voie d'une certaine progressivité. L'électricité est intéressante, mais peut-être l'électricité dans les campagnes, ça induit aussi le fait qu'il faut avoir des ressources, qu'il faut avoir des rentrées d'argent. L'électricité ne sera jamais gratuite, donc il faut la payer. Un paysan qui n'a pas de revenus stables, conséquents, ne peut pas payer la facture d'électricité. Donc on peut électrifier les campagnes, mais il faut aussi avoir les capacités de payer sa facture, sa note. Donc quelque part, ça aurait été de réduire la misère ou la pauvreté quelque part. Donc pourquoi les choses ont arrivé à ce stade-là, où l'Égypte signe quelque part son arrêt de mort? Quelqu'un, son ministre des Affaires étrangères, signe les accords. À la rigueur, ça aurait dû traîner, peut-être que ça a traîné, mais ça aurait dû traîner encore plus. Ces accords-là, et quelque part, j'ai lu que l'Égypte, on ne la laisserait pas intervenir militairement. Il aurait fallu, peut-être que Israël ne laisserait pas intervenir militairement, Israël peut-être avant les États-Unis, mais en tout cas, il aurait fallu cette armée pléthorique, cette armée qui ne sert à rien, en Égypte. Et quelque part, puisqu'il y a la paix, l'Égypte doit quelque part se débarrasser de son armée.
la paix avec son ennemi est signée. Déjà bien acquise, bien ancienne, il n'y a pas de problème, les accords de Camp David, c'est un fait historique. Donc pourquoi garder une armée, garder des capacités offensives, etc. Pourquoi faire si, c'est pour faire la guerre avec qui? À qui? Faire la guerre à qui? À la Libye? Ça n'a pas de sens. Faire la guerre à qui? À la Syrie? Ça n'a pas de sens. Donc ses voisins immédiats ne sont pas des ennemis. Donc quelque part, ça aurait pu être sur sa frontière sud, et donc, obligatoirement, au niveau de l'Afrique, Corne d'Afrique, et quelque part, ça aurait été l'Éthiopie. Et donc, jouer avec la puissance militaire, et bien sûr, essayer de faire peser cette puissance dans la balance, la mettre. Quelque part, une menace doit rester, comment dire, bien gérée. On ne menace pas, il ne faut pas menacer gratuitement. Il faut essayer de montrer qu'on a les moyens d'intervenir. Quand il s'agit d'une question vitale, il ne faut pas hésiter. Je pense que l'ancien président, le président qui a été mis en prison, et peut-être qu'il avait fait allusion à cela. Quelque part, l'Égypte était prête à défendre et qu'il était prêt à verser son sang. Peut-être que ce ne sont que des mots, que des slogans, et que l'Égypte obligatoirement sera comment dire, contrainte, sera tenue par la position. C'est comme si on peut parler de ce qui s'est passé en 1956, que la France et l'Angleterre et Israël, mais surtout la France et l'Angleterre, quand ils étaient intervenus en Égypte, donc en 1956, et qu'ils étaient obligés d'arrêter leur progression, d'arrêter leur guerre, parce qu'il y avait une menace conjointe des États-Unis et de l'Union soviétique. Peut-être à ce moment-là, l'Égypte un peu offensive, serait contrainte à la reculade par les menaces des puissances, que ce soit américaines, israéliennes, et pourquoi pas russes aussi. Chinois, je ne pense pas, mais ça aurait pu être. Il y a tellement d'acteurs qui seraient peut-être prêts à jouer cette carte-là. Donc fondamentalement, l'Égypte est un pays qui me laisse perplexe. Je ne souhaiterais pas être égyptien, cela ne m'intéresse pas. Un pays de bruit et de fureur, un pays qui a fait une révolution politique, qui a échoué, qui a fait avancer un peu les choses, mais qui connaît une contre-révolution, mais un pays qui n'a pas fait une révolution économique. Mais ce qui compte, bien sûr, le concept de démocratie, l'alternance des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, etc. Cela, quelque part, n'est pas rejeté. Tout le monde, évidemment, permettre l'expression de toutes les opinions, permettre l'expression de toutes les doctrines, etc. Il n'y a aucun problème. Le jeu naturel de la démocratie, évidemment, des gouvernements, des personnes arrivent au pouvoir, font leur travail, échouent ou pas, et sont sanctionnés par les électeurs, etc. etc. Et donc voilà le jeu naturel, si je puis dire, de la démocratie. Mais avant tout, il y a ces problèmes économiques, peut-être au niveau de la distribution des richesses. Je sais que la politique libérale, entamée par Sadat, a permis à un certain nombre d'affairistes de faire fortune de façon éhontée, de façon quelque part impossible à imaginer. Il y a ce problème de ces hommes d'affaires qui exercent des monopoles, qui profitent d'avantages et quelque part le jeu libre de la concurrence au niveau de l'octroi des marchés, etc., n'est peut-être pas ce que connaît l'Égypte ordinairement. Et donc il y avait ces proches de Moubarak à qui on cédait des terrains, on cédait
comment dire, des privilèges sur des terrains à construire ou sur des marchés avec de façon complètement éhontée, de façon complètement scandaleuse, hein, et des prix, je veux dire, qui n'étaient pas les prix du marché du tout. Il y avait j'allais dire, une bande de parasites, quelque part, une bande d'affairistes, une bande d'opportunistes, une bande de voleurs qui utilisaient ces relations de proximité avec le pouvoir déchu, puisqu'on parle de déchéance au niveau de Moubarak, et non pas de démission ou de départ. Et donc, peut-être, parle-t-on, c'est nous faire allusion à cette histoire, que l'armée a accepté qu'il y ait ce qui s'est produit, ce qu'on a appelé révolution, parce que cela participait ça allait dans le sens de ce que voulait l'armée, et qu'elle ne voulait pas que le fils de Moubarak puisse hériter du pouvoir. Voilà. Et il y avait Moubarak préparé son fils à la succession. Donc l'armée n'avait pas intérêt à voir se succéder sur le pouvoir, au pouvoir, la famille de Moubarak. Voilà, quelque part, cela ne coïncidait pas, ne correspondait pas au choix ou à la préférence des généraux. Et donc, l'armée a accepté de faire semblant d'être du côté des manifestants, aux côtés des contestataires. Et cela, évidemment, a fonctionné. D'ailleurs, un des bénéfices de ce qui s'est passé, c'est que les frères musulmans qui étaient la puissance politique, de position, qui avait une légitimité, qui avait un poids, qui était représenté au Parlement, qui manifestait son opposition de façon régulière, qui malgré les obstacles arrivait à avoir un certain nombre de députés et que malgré son interdiction existait de fait et arrivait à avoir une activité politique. Cela, c'est que elle est carrément, actuellement, elle est carrément interdite. C'est-à-dire, ces hommes, ces dirigeants sont emprisonnés, condamnés à mort, condamnés à des peines de je ne sais pas combien de peines à perpétuité. C'est des condamnations, quelque part, c'est des choses surréalistes. Évidemment, on sait que le pouvoir judiciaire est souvent inféodé au pouvoir politique. Mais là, les proportions que ça a pris en Égypte, c'est des proportions... c'est du surréalisme, c'est même pas incompréhensible, c'est inconcevable. Ce qui se passe là-bas est inconcevable. Qu'on puisse prononcer des jugements de cette ampleur-là, qu'on puisse... ce qui se passe dépasse l'entendement. Et donc, voilà, c'est aussi une plaie. Et ce qui se passe en Égypte est égyptien. Ce qui dépasse toute capacité d'approche rationnelle, d'explication. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à comprendre, c'est incompréhensible. Voilà. Donc, il y a cette histoire de permanence qu'avait aussi chez Moubarak, et que ce financement des organisations, financement étranger, des organisations de défense, etc., tout ce qui est organisation paragouvernementale, histoire d'interdire tout financement qui vient de l'extérieur, parce que on suppose, on dit que ces organisations-là donc suivent ou poursuivent des politiques qui ne sont pas égyptiennes, que par le lien qu'ils ont avec l'extérieur, elles ne travaillent pas pour l'intérêt de l'Égypte, mais ce sont quelque part des agents qui appliquent une politique étrangère et une politique presque hostile à l'Égypte. Voilà, c'est un truc, je veux dire, financer n'importe qui dans le monde a le droit de financer des organisations, évidemment, qui luttent, mais de façon pacifique, pour la défense des droits de l'homme, pour la défense des libertés. Et cela en Égypte n'est pas acceptable, quel que soit le pouvoir. Peut-être pendant la période des frères musulmans, du parti de la justice et de la liberté, si je n'oublie pas de
de la justice et de la liberté, ou de la liberté et de la justice, mais peu importe, ces partis-là ont plus ou moins les mêmes intitulés, que ce soit au Maroc, en Turquie, etc. Ils prennent un peu les mêmes choses, donc finalement, toujours la liberté avec la justice, et toujours la justice avec avec le développement. Mais bon, c'est à peu près les mêmes appellations. Donc fondamentalement, l'histoire, donc ça c'était entre guillemets, cette histoire de rapport, quelque part de défiance vis-à-vis des organisations de défense, des organisations de défense des droits de l'homme. Et après, il y a donc les frères musulmans, et donc on les a même touchés dans leur pouvoir économique, dire qu'on a dessaisi, qu'on a saisi les avoirs d'un certain nombre de gens, même d'un joueur de football qui est très connu, une vedette là-bas, et ça peut aller très loin. Il y a quelque part des choses qui laissent... donc, moi je n'ai pas de respect spécial pour l'Égyptienne, je ne trouve pas que l'Égypte soit la mère de la Terre ou de l'univers. Je n'ai pas cette... je m'en fiche, les Égyptiens, pour moi c'est des gens comme d'autres, ils vivent sur une portion de territoire terrestre, avec des contraintes, avec des particularités. Tout le monde, toutes les sociétés, beaucoup de sociétés font face au même problème, que ce soit de l'augmentation de la population, que ce soit pour la formation et pour de population ou de personnes capables de répondre aux besoins de l'économie, que ce soit pour maintenir et faire durer des services publics, des services ou des administrations au service de la population. Il y avait cette histoire de ce qui est l'aide, de ce qui est apporté aux produits de première nécessité. Il y avait cette, comment dire, pour des raisons budgétaires, il y avait cette histoire de la caisse de soutien, ou je ne sais pas comment on l'appelle en Égypte, mais en tout cas, il reste peut-être que le pain, ou peut-être qu'il y a le gaz aussi qui est soutenu, qui est subventionné. Les choses qui restent subventionnées sont certainement en réduction, en régression. Donc à un moment donné, cela va toucher encore plus, avec tout ce qui se passe, les capacités économiques de la population, la majorité de la population, ajoutant à cela donc un élément donc parmi donc les plaies, comment nourrir tous ces gens, comment leur donner une vie, donner les moyens d'avoir une vie décente. On a toujours ce problème, par exemple pour ce qui est la vie décente, donc etc. Toujours ce problème. Avons-nous besoin de tant de gens pour répondre aux besoins de l'économie? Avons-nous besoin, surtout que l'économie est un secteur qui a besoin de rationalité, qui a besoin de bonne gestion, et donc il n'a pas besoin d'occuper les gens pour les occuper. Il peut très bien, comment dire, il peut très bien s'accommoder d'un certain nombre de non-employés, quitte à en utiliser certains de temps en temps. Il n'est pas en contradiction avec une loi de marché d'avoir un certain nombre de gens qui ne travailleront peut-être jamais, ou qui travailleront de façon précaire, avec de temps en temps, en touchant des revenus qui ne sont pas suffisants pour vivre. La précarité, l'indigence même, n'est pas, dans certains systèmes économiques, n'est pas du tout révoltante, ne cherche pas spécialement à la réduire, ni à la faire disparaître, encore moins à la faire disparaître. Il me reste cette histoire du gaz, quelque part,
que l'Égypte, le gaz naturel en Méditerranée, je sais que l'Égypte était exportatrice de gaz et qu'à un moment donné elle exportait vers Israël. Maintenant, elle importe du gaz, si j'ai les bonnes informations, du gaz d'Égypte, et que quelque part, je ne sais pas ce qui se passe en Méditerranée, comment Israël a résolu ses problèmes pour pouvoir prétendre à la propriété de certains gisements, comment elle s'arrange avec ce qui est les territoires maritimes, je ne sais pas. En tout cas, j'en ai pas entendu parler, j'ai pas entendu parler d'une contestation, ni du Liban, ni de Chypre, ni de l'Égypte. Il y a certainement, ces dossiers ne doivent pas être, elles sont certainement des dossiers encore tout chauds. C'est pas possible que les choses soient déjà, comment dire, réglées et que Israël a bien la légitime propriété des champs gaziviers en Méditerranée. Et donc, en tout cas, que l'Égypte devient, donc il y avait cette histoire que l'Égypte vendait le gaz à Israël à un tarif préférentiel, et que maintenant, c'est au tour de l'Égypte d'importer. Je ne sais pas ce qui se passe avec le pétrole égyptien, je ne sais pas ce qui se passe avec le gaz égyptien. Il y a obligatoirement, de toutes les façons, il doit y avoir un travail à faire au niveau de la gestion, la bonne gestion de l'eau, la bonne gestion de l'électricité. Peut-être qu'il y a une surconsommation parce que le pays a chaud et qu'il y a beaucoup de ventilateurs, beaucoup de systèmes de refroidissement et que quelque part ces systèmes-là sont évidemment très gourmands en énergie. Peut-être qu'il y a moyen de développer, de revenir vers des modes de vie, de consommation beaucoup moins énergivores. Et en tout cas, il y a à intervenir en priorité sur la qualité de l'eau, sur la quantité, mais surtout sur la qualité, et peut-être laisser de côté certaines industries très gourmandes en eau. Il y a certainement des industries qui demandent beaucoup trop d'eau et que par rapport aux besoins, par rapport aux possibilités, par rapport à ce qui est offert à l'Égypte, parce que maintenant on parle d'offres et non pas de droits. L'Égypte est évidemment le dernier pays à pouvoir utiliser le Nil et en fait c'est des droits qui ne sont pas qui ne vont pas de soi, mais c'est presque parce que c'est des droits coutumiers. Mais si on devait prendre les choses de façon une autre façon, on va dire, comme le Nil n'est pas égyptien, puisqu'il connaît, parce qu'il vient d'ailleurs, que ce sont les pluies qui tombent ailleurs, qui donnent naissance au Nil, et que quelque part, celui qui veut arrêter le Nil peut le faire. C'est lui qui utilise le Nil pour ce qu'il veut, pour quelque chose de très défendable ou pas, il peut l'utiliser comme il veut, et voilà. Donc, il y a, comme on peut s'attaquer à un pays, on peut essayer d'avoir une approche d'un pays. Et évidemment, la connaissance n'est jamais complète. Il y a sûrement des lacunes, et peut-être des lacunes flagrantes, mais le sort des pays nous intéresse, tous les pays, parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté. Là où il y a des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas de perspective, des gens qui ne peuvent pas envisager l'avenir avec confiance, des gens qui sont menacés dans leur existence, qui sont menacés de perdre leurs moyens de survie, de perdre leur revenu tout court. Je suis pessimiste pour l'Égypte, comme je suis pessimiste pour d'autres choses. Il ne s'est pas produit en Égypte ce qui s'est produit en Syrie, parce que peut-être ce qui s'est produit au niveau cette courte, cette respiration qui a eu lieu en 2011, etc., a permis peut-être de faire jouer, de faire un peu, introduire un peu de vent frais, que quelque part
il y a eu, il y a un espace, il y avait un espace, il y a un espace laissé aux acteurs politiques pour jouer leurs pièces, et que cet espace n'existait pas en Syrie. C'est clair qu'on ne pouvait pas, pour ce qui est de l'Égypte, on ne peut pas parler d'un parti unique, puisque c'est un régime multiparti, mais que même s'il y a un parti qui domine, il y a d'autres partis qui existent à des niveaux de représentation différents, mais en tout cas, il existe du multipartisme. La Syrie est un pays obligatoirement qui, comme l'Irak, n'acceptait pas, ne permettait pas d'avoir cet espace, comment dire, d'expression, et encore le mot de respiration. Et les quelques critiques c'était des intellectuels, le pouvoir se jouait d'eux à un moment donné, les mettait en prison, et puis quand il y avait trop de bruit à propos d'une personne, je me rappelle Michel Quilot, peut-être qu'il le remettait en liberté, et quelque part on avait l'impression que tout se jouait entre quelques personnes, quelques individualités, et un pouvoir qui lui n'était pas contesté dans ses fondements. Et voilà, donc le printemps syrien qu'avait connu, qu'on avait quelque chose comme ça, qu'on avait appelé comme ça, avec l'arrivée de ce monstre qui règne actuellement, cette monstruosité, cet être abject, et quelque part, ce printemps a vite cessé d'exister. Celui qui normalement a succédé à l'assassin, au premier assassin, à l'assassin en chef qui était son père, a obligatoirement, évidemment, fini par rentrer dans le rang et accepter de jouer la partition telle qu'elle était jouée auparavant, peut-être avec quelques changements, comment dire, mineurs, avec quelques rectifications pour la forme, mais qu'au niveau du fond, ce qui nous a conduit à constater et à suivre l'atrocité qui se produit actuellement, cette chose complètement, complètement inconcevable et complètement irrecevable, ce qui se passe là-bas, et ça dépasse évidemment tout ce qui est possible d'apporter ou de dire comme refus. Il n'est pas possible d'avoir un mot juste, trouver le mot juste pour dire notre consternation, notre dégoût par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc, quelque part, l'Égypte a peut-être échappé à ce qui aurait pu être une sorte de guerre interne, une sorte de déstabilisation majeure. Ne serait-ce qu'on voit encore les constructions, quel que soit leur état de solidité, on les voit encore debout, chose qu'on ne voit pas en Syrie, où tout est ou presque est détruit. Et voilà, donc une certaine stabilité politique au détriment de ce qui est comment dire, le désir ou le souhait d'avoir un pays vivre une vie démocratique tout à fait classique. Ce qui en fait m'inquiète, c'est plutôt au niveau de l'économie, au niveau des perspectives. Chaque pays doit peut-être faire une sorte comment dire, de remise en cause de ses choix. Ici en France, on a des gens qui arrivent au pouvoir, avec ce mandat, avec ce quinquennat, avec cette obligation de résultat rapide, il n'est pas possible d'installer une politique. En Égypte, il y est possible d'avoir plusieurs mandats, je ne pense pas que la Constitution l'interdise, donc plusieurs mandats, donc celui qui est au sommet de l'État peut essayer, peut aspirer, peut envisager de mener une politique sur le long terme pour essayer de réduire un peu les causes de fracture, les causes de fragilité de cette société, de cette économie et de cette population que par ailleurs beaucoup de gens aiment en France, mais évidemment l'Égypte ancienne et beaucoup moins l'Égypte
contemporain, l'Égypte de notre temps, cette Égypte que les Français connaissent peut-être pas beaucoup, alors connaissent uniquement quand ils font des séjours. Je pense que les Français font des séjours beaucoup plus en Afrique du Nord qu'en Égypte. Et donc, fondamentalement, c'est peut-être un pays qui est visité par d'autres populations plus régulièrement, de façon plus massive que les Français. En tout cas, il est besoin aussi de regarder ce qui se passe actuellement et de voir quelque part, malheureusement, ce qui est pas les dysfonctionnements qui arrivent en France, les dysfonctionnements que nous pouvons constater au niveau de la formation, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'économie, au niveau des choix économiques, au niveau des orientations, etc., c'est des choses qu'on peut constater. On peut plus ou moins les appréhender avec une certaine rationalité. Il est évident que peut-être il y a une part d'irrationalisme, il y a une part de quelque part d'incompréhensibilité ce qui se passe en Égypte, avec peut-être un empilement de situations économiques diverses. Peut-être un secteur économique très moderne, très comme il faut, peut-être un secteur avec des modes de production, avec une main-d'œuvre nombreuse, excessive, avec peut-être, je ne vais pas parler du secteur de l'administration publique, qui doit être lui aussi, évidemment, le lieu de toutes les bureaucraties, le lieu de toutes comment dire, certainement que le secteur public est un secteur qui emploie beaucoup de gens, peut-être il grève le budget public parce que il est trop, il y a trop de gens, d'employés pour le travail à accomplir, et que peut-être il y a peut-être une nécessaire rationalisation avec la réduction des coûts, etc. Partout, la réduction des coûts, là où c'est possible, mais il y a le coût économique, puis il y a le coût social. Alors faut-il laisser des gens travailler, même si la rentabilité économique stricte ne dit le contraire, parce que socialement, c'est les avoirs non employés, cela a un coût beaucoup plus élevé que de les laisser travailler, de les laisser coûter à la collectivité. Et donc, quelque part, il y a besoin de tout le monde dans cette entreprise collective, au niveau du monde entier. D'ailleurs, l'idée d'un revenu universel est quelque part une chose qui, évidemment, transétatique, transcontinentale. C'est une idée universelle. Nous avons besoin d'élaborer des modes de développement, des modes de gestion qui soient obligatoirement, qui soient popularisés, qui soient valables pour toutes les situations, tous les pays, etc. Et que quelque part, on peut accepter que évidemment, nous devons répondre à la question combien de gens avons-nous besoin, combien de travailleurs, combien d'employés, quel est quelque part le bon chiffre, soit au niveau économique, soit au niveau social. Après, on peut décider de certains choix. Faut-il réduire la population de façon coercitive? Faut-il intervenir à ce niveau, au niveau des choix privés? Au niveau, peut-être, pourquoi pas? Peut-être, quelque part, avec cette histoire, avec cette idée du revenu universel, on peut garantir un revenu, même aux gens qui ne travaillent pas, un revenu régulier, pas des allocations de chômage. Pas parce qu'on a travaillé, on a droit à quelque chose, non, un revenu régulier, parce que on est en capacité de travailler, mais on ne peut pas s'employer, parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, peut-être avec une interchangeabilité, que des gens qui ne travaillent pas pendant 6 mois, vont être remplacés par des gens que quelque part, une certaine organisation du travail qui puisse permettre à tous, et que quelque part chacun, à son tour, va se sentir en utilité. Et il ne va pas y avoir ce discours sur des gens qui vivent au détriment d'autres, et que quelque part, etc., que tout le monde participe, parce que la société appartient à tout le monde, et qu'il n'y a pas
quelqu'un qui se croit plus légitime, plus son droit à telle ou telle chose, puisque tout le monde travaille et qu'en fonction des contraintes, voilà, il y a des contraintes à gérer. Est-ce que nous avons besoin obligatoirement d'automatisation? On peut se poser la question. Avec cette automatisation qui n'arrête pas de progresser, avec donc cette réduction des coûts, avec la compétitivité en maître mot, peut-être qu'il faudrait aussi choisir. Si nous choisissons d'avoir des véhicules autonomes, si nous choisissons des produits, peut-être de refuser de voir des usines complètement automatisées, peut-être il y a peut-être un choix à faire à ce niveau-là, et que quelque part on va se dire cela est possible, cela est à notre portée, mais ne le faisons pas, ne passons pas à ce stade. Mais tant qu'il y ait cette compétitivité, cette opposition, si les Japonais décident d'une orientation, d'autres pays ne suivront pas. On est obligé de suivre parce que d'autres vont avoir, comment dire, pour empêcher les autres d'avoir un monopole, d'avoir des moyens plus puissants que nous-mêmes. Donc certains passent à l'automatisation, nous passons aussi pour qu'on puisse être à leur hauteur, parce que on ne veut pas qu'ils aient, comment dire, qu'ils aient pas de supériorité, mais on ne veut pas qu'ils aient d'exclusivité quelque part. Je n'ai pas trouvé le mot exact. Et quelque part, chacun est tenu par les décisions que prend l'autre. Et voilà, donc c'est une course sans fin, une course à la compétitivité. Cela peut-être n'est pas la bonne voie. À voir. Donc je n'ai pas beaucoup cité le mot de plaie, mais évidemment, il y en a des plaies. Si vous voulez les compter par vous-même, faites le travail, faites des recherches, vous allez trouver. Donc, peut-être pas seulement 12 plaies, mais peut-être 20 plaies, 30 plaies, 100 plaies. Ce n'est pas ce qui manque à l'Égypte actuelle.